Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Euh, D'abord, je me présente, je suis docteur Benziane, je suis interniste et maître assistant en médecine interne à l'EPH de la Rouad et à la faculté de médecine de la Rouad. Donc, au début, حبيت نترحم على الزميل الطبيب دراكو جمال رئيس السابق للجمعية ربي يرحمه إن شاء الله يجعل على مثواه الجنة. Je voudrais également remercier le comité scientifique d'avoir accepté notre proposition de participer à cette journée sur un sujet très important qui est les urgences hypertensives. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Donc, comme vous le savez, l'HTA est un problème majeur de santé publique en Algérie dans le monde, puisqu'environ 1 milliard d'individus sont atteints dans le monde et il est estimé que d'ici 2025, environ 1,6 milliard de personnes seront touchées. Et malgré l'amélioration du traitement de l'HTA au cours des dernières décennies, l'incidence des urgences hypertensives n'a pas diminué. En effet, environ un patient sur 200 se présente aux urgences avec une suspicion d'urgence hypertensive. Et cette proportion n'a pas changé au cours des 2 dernières décennies et qui semble comparable d'un continent à l'autre. Il faut savoir que les augmentations aiguës sévères de la pression artérielle sont une raison fréquente de visite aux urgences, estimée à 4,6% aux États-Unis, et également une montée fréquente d'hospitalisation. Environ 2 à 3% des patients atteints d'HTA chronique présenteront une urgence hypertensive. Les urgences hypertensives sont le phénotype extrême de l'hypertension artérielle et ça représente un groupe hétérogène des troubles hypertensifs aigus qui nécessitent un diagnostic rapide et instauration d'un traitement approprié pour prévenir ou traiter un dysfonctionnement organique parfois définitif. L'urgence hypertensive qui peut être secondaire à une HTA secondaire essentielle ou secondaire euh, peut être le premier signe de la maladie, c'est-à-dire un mode d'entrée dans la maladie ou superposé à une HTA préexistante. Euh, Malheureusement, il n'y a pas d'essai randomisé, contrôlé, évaluant les différentes stratégies de traitement pour les urgences hypertensives et que la prise en charge elle est essentiellement basée sur un consensus à partir de l'expérience clinique, des observations et des comparaisons sur les résultats intermédiaires. Concernant la définition, il existe toujours une confusion de définition des urgences hypertensives de fait des différentes nomenclatures utilisées par les anglo-saxons. En effet, il y a moins d'accords sur la terminologie en l'absence de lésions aiguës des organes cibles, ce qui est appelé hypertensive urgency pour les anglo-saxons, où la définition est non univoque des deux côtés de l'Atlantique, bien que cette affection soit 2 à 3 fois plus fréquente que la vraie urgence hypertensive. Les deux soi-disant urgences sont généralement définies comme ayant une pression artérielle supérieure ou égale à 180 pour la systolique et ou supérieure à 120 mm de mercure pour la diastolique, bien que ces chiffres soient arbitraires. La différence est que dans le cas d'urgence hypertensive, le patient présente des symptômes ou bien des signes cliniques et ou paracliniques de lésions aiguës des organes cibles, tandis que ceux qui n'ont pas d'urgence hypertensive sont peu ou asymptomatiques et il n'y a aucune lésion aiguë des organes cibles. En 2018, il y avait un groupe d'experts de l'ESC dans sa prise de position relative à la prise en charge des urgences hypertensives ont proposé de nouvelles définitions. Pour eux, les urgences hypertensives sont des situations des valeurs très élevées de pression artérielle, sans préciser le seuil, sont associées à des lésions organiques aiguës médiées par l'hypertension et par conséquence nécessitent une réduction immédiate de la pression artérielle pour limiter l'extension ou favoriser la régression des lésions des organes cibles. Les principaux organes cibles sont le cœur, la rétine, le cerveau, les reins et les grosses artères. Et étant donné qu'il n'y a aucune preuve que le traitement des patients qui n'ont pas de lésions organiques aiguës médiées par l'hypertension est différent de celui des patients souffrant d'HTA chronique asymptomatique, non contrôlé, le groupe de travail considère qu'il est préférable de ne plus utiliser le terme de hypertensive urgency et de le remplacer par le terme d'HTA non contrôlé et d'utiliser uniquement le terme de hypertensive emergency pour se référer aux situations où un traitement immédiat est justifié. Actuellement, concernant l'HTA maligne, actuellement le diagnostic est basé sur l'association d'une pression artérielle sévèrement élevée, par exemple une pression artérielle diastolique supérieure à 130 avec une rétinopathie avancée, stade 3 ou 4. Cependant, l'HTA maligne, elle se caractérise par une atteinte multiviscérale, donc elle représente la forme la plus grave des urgences hypertensives sur une période de courte durée, de quelques semaines, parfois à quelques mois.
Et bien que cette définition est simple et pragmatique, elle est ancienne et correspond à une époque où il existait peu de techniques d'évaluation des organes, des lésions aiguës des organes cibles. Pour le groupe de travail de l'ESC, ils ont défini l'HTA maligne comme une urgence hypertensive avec une progression rapide de la maladie et un mauvais pronostic, caractérisé par la présence d'une élévation sévère de la pression artérielle supérieure à 200-120 mm de mercure et une rétinopathie avancée, et ou une insuffisance rénale aiguë ou pas rapidement progressive, et ou une microangiopathie thrombotique. Et étant donné que les lésions microvasculaires systémiques sont la caractéristique pathologique de l'HTA maligne, le groupe d'experts a proposé le terme de microangiopathie hypertensive aiguë comme alternative. Sur cette plaque, vous voyez la liste des urgences, des principales urgences hypertensives. Et parmi ces urgences hypertensives, il faut différencier celles, les urgences neurovasculaires des autres. Et parmi ces dernières, il faut distinguer celles qui nécessitent un contrôle tensionnel rapide, par exemple l'OAP ou la dissection aortique, qui nécessitent strict une baisse tensionnelle stricte des autres situations. Il faut savoir que parfois, il est très difficile de faire le diagnostic de la tête prévisible, par exemple en cas d'OAP ou avec une insuffisance rénale aiguë. Est-ce qu'il s'agit d'un syndrome cardio-rénal de type 1 ou de type 3 ou de type 5? Et lorsqu'on a une microangiopathie thrombotique avec une insuffisance rénale aiguë, est-ce qu'il s'agit d'une HTA maligne ou bien d'une microangiopathie thrombotique ou l'absence de PBR qui est souvent contre-indiquée à la phase aiguë? Et sur cette slide, vous trouvez quelques situations spécifiques d'urgence hypertensive, spécifiques car elles surviennent dans des conditions particulières comme le HELP syndrome ou la prééclampsie ou bien l'éclampsie qui surviennent au cours de la grossesse. Donc, ça nécessite une prise en charge particulière et dans des milieux spécifiques en dehors de l'équilibre, bien sûr, urgent de la pression artérielle. Parmi les urgences hypertensives, parmi les étiologies, l'HTA essentielle avec exacerbation aiguë reste la cause la plus fréquente, qui est estimée à environ 75% des cas, suivie des causes médicamenteuses, notamment certains anti-angiogéniques utilisés en oncologie et les toxiques comme la cocaïne, qui est responsable actuellement de 5 à 10% des cas d'urgence hypertensive aux États-Unis. Les facteurs de risque sont très nombreux et doivent être recherchés systématiquement afin de les corriger, ce qui permettra une meilleure prise en charge. Mais il faut savoir que la non-adhérence au traitement ou bien la mauvaise observance au traitement antihypertenseur est le facteur déclenchant le plus courant. Et parce que l'épidémie de la COVID-19 l'oblige, il a été constaté après vaccination contre la COVID-19 des élévations tensionnelles simples, non graves et transitoires, mais la prévalence a été très faible, estimée à 0,9% en France, malgré que ceci n'a pas été signalé dans les études publiées. Et la Société française d'hypertension artérielle a rappelé que toute pathologie intercurrente peut modifier transitoirement la pression artérielle, même chez les patients qui ne sont pas hypertendus connus, sans nécessiter une intervention pharmacologique systématique dans la grande majorité des cas. Comme vous le savez, les plus grandes enquêtes épidémiologiques sur le sujet ont été faites aux États-Unis, et celle-ci parmi les plus grandes études de registre et les plus récentes, dont l'objectif était de caractériser l'incidence des urgences hypertensives dans les services des urgences chez les adultes à l'échelle nationale, c'est-à-dire dans 3 à 30 États et plus de 940 hôpitaux au cours de la période allant de 2006 à 2013. Le nombre estimé de visites aux urgences hypertensives et le taux par million de visites des adultes aux urgences ont plus que doublé entre 2006 et 2013, bien que l'incidence est restée la même, environ entre 36 et 37%. Concernant la présentation clinique, dans cette large cohorte brésilienne, environ 60% des cas étaient des urgences cardiovasculaires, dont environ 30% des cas d'OAP hypertensif et environ 40% des cas des urgences neurovasculaires, dont 23% des cas d'AVC ischémique, alors que l'atteinte rénale ne représente que 0,4% des cas. Concernant l'HTA maligne, avec ou sans rétinopathie sévère, on voit que la prévalence a nettement diminué avec l'avènement des antihypertenseurs, mais est restée stable au cours des 30 à 40 dernières années, malgré les progrès du diagnostic et de la prise en charge de l'hypertension artérielle chronique. Actuellement, le diagnostic, est-ce que les symptômes aident à classer la gravité? La réponse est oui. Ce tableau apporte la fréquence des signes et des symptômes dans toutes les situations d'urgence hypertensive, c'est-à-dire les crises avec urgence ou non-urgence hypertensive. Et on voit que les céphalées, l'épistaxis ainsi que l'agitation et les palpitations étaient plus fréquentes dans les situations où il n'y avait pas d'urgence, avec un pic qui est significatif, alors que les douleurs thoraciques, la dyspnée et les déficits neurologiques étaient plus fréquents dans les cas où il y avait une hypertensive emergency. Ces données ont été confirmées dans cette cohorte française
avec à peu près les mêmes proportions pour les symptômes. On arrive maintenant au bilan diagnostique pour identifier les urgences hypertensives. Il se fait en deux étapes, mais en parallèle, avec une mesure précise de la pression artérielle et une recherche attentive d'une atteinte aiguë des organes cibles. Tout d'abord, il faut une mesure exacte et précise de la pression artérielle, même dans le contexte d'urgence. Il faut respecter les règles de prise de la pression artérielle selon les recommandations et la pression artérielle doit être mesurée dans les deux bras. Et de préférence, rechercher une hypotension orthostatique qui peut être un facteur pronostic majeur lors de la prise en charge. Et malheureusement, la plupart des hôpitaux utilisent actuellement des appareils automatisés qui reposent sur des mesures osymétriques. Et ces mesures, que ce soit auscultatoires ou non, ont tendance à sous-estimer les chiffres tensionnels par rapport aux mesures intra-artérielles dans les plages où la pression artérielle elle est élevée, c'est-à-dire supérieure à 180-111, même lorsqu'une technique méticuleuse est appliquée. Et pour cela, il est recommandé l'utilisation de la pression, de l'évaluation invasive de la pression artérielle en cas d'atteinte aiguë des organes cibles, mais en l'absence de lésions aiguës des organes cibles, des dispositifs osymétriques ou auscultatoires sont généralement utilisés malgré leurs limites. Et il faut savoir qu'il faut répéter les mesures de façon rapprochée, car une proportion importante de patients auront une chute de la pression artérielle sans médicaments antihypertenseurs. L'évaluation des atteintes aiguës des organes cibles comprend trois étapes avec une anamnèse du patient ou bien de son entourage lorsque celui du patient est impossible, un examen physique rapide et orienté, certains examens complémentaires. L'interrogatoire va rechercher surtout les signes fonctionnels avec une atteinte aiguë des organes cibles comme une douleur thoracique, une dyspnée, etc. Mais aussi la notion d'un arrêt du traitement ou bien la prise d'autres médicaments en vente libre comme les ALS. L'examen physique doit être également rapide et orienté à la recherche de signes en faveur d'une atteinte aiguë des organes cibles. Ensuite, il faut demander certains examens paracliniques, dont certains sont systématiques, comme la formule, un bilan rénal avec une immuno et une bandelette urinaire, bien sûr en l'absence d'anémie, un bilan d'hémolyse avec LDH et aptoglobuline, un ECG 12 ou 17 dérivations de préférence et surtout un fond d'œil. Et d'autres examens seront demandés en fonction du contexte clinique et les résultats des premiers examens paracliniques. Il existe plusieurs stratégies diagnostiques pour mener l'interrogatoire et l'examen physique et demander les examens complémentaires appropriés afin de proposer une prise en charge adéquate aux patients. Et le groupe de travail de l'ESC a proposé ce diagramme qui illustre une stratégie hiérarchique proposée pour le diagnostic des patients présentant une urgence hypertensive en fonction de la présence de symptômes d'urgence, mais cette stratégie n'a pas été validée dans des études prospectives. Nous arrivons au chapitre de prise en charge. Et au début, ce qu'il faut noter que la prise en charge de ces patients doit se faire dans des milieux spécialisés en fonction du type de l'urgence hypertensive et on va aborder que l'approche thérapeutique initiale. L'objectif du traitement est surtout de prévenir ou de limiter d'autres dommages hypertensifs par une réduction contrôlée de la pression artérielle. Et dans la plupart des cas, cela peut être mieux réalisé par des médicaments intraveineux en continu dans une zone clinique ou avec des installations pour une surveillance hémodynamique étroite. Et la rapidité et l'ampleur de la réduction de la pression artérielle ainsi que le type de médicament abaissant la pression artérielle dépendent fortement du contexte clinique. La diminution rapide de la pression artérielle est nécessaire chez les patients présentant un OAP ou bien une dissection aortique, alors que certains les médicaments sont généralement retardés chez les patients présentant un AVC ischémique. La question de savoir si la pression artérielle doit être abaissée de manière aiguë chez les patients présentant une HTA sévère avec une hémorragie intracrânienne aiguë fait toujours l'objet d'un débat. Bien qu'il existe des différences et des préférences et d'expériences en ce qui concerne l'utilisation des antihypertenseurs par voie intraveineuse, la plupart des urgences peuvent être traitées par du labetalol, par exemple, malheureusement qui n'est pas disponible chez nous, ou bien de la nicardipine. Et il faut garder à l'esprit que que la thérapie optimale est dictée par la situation clinique, c'est-à-dire le type d'urgence hypertensive et les complications, et non pas de la valeur absolue de la pression artérielle. Dans la prise en charge, il faut fixer les objectifs tensionnels à atteindre au début qui sont différents en fonction de la situation clinique et fixer aussi à quel délai cet objectif doit être atteint. Vous voyez sur ce tableau la liste des médicaments les plus utilisés en cas d'hypertensif, d'urgence hypertensive, dont la plupart ne sont pas disponibles malheureusement dans nos structures d'urgence et dans nos hôpitaux.
Et voici la molécule miracle de l'HTA aux urgences. Et c'est juste pour vous signaler que la nicardipine s'administre par voie intraveineuse continue par pouce seringue électrique dans un milieu spécialisé sur monitoring continu, comme le rappelle l'EMA dans cette lettre adressée aux praticiens en 2016. Et c'est surtout à éviter le loxène en bolus, soit par voie IM ou par voie IV, qui peut donner des complications parfois sévères avec un robot tensionnel et transformer le patient en une vraie urgence hypertensive. Ce tableau résume les traitements des principales urgences hypertensives en fonction des organes cibles affectés et de la pression cible à atteindre et le délai nécessaire pour atteindre l'objectif mentionné. Concernant l'HTA Maline, voici les objectifs selon les propositions du groupe de travail de l'ESC. Et cette slide montre le protocole thérapeutique de l'HTA Maline proposé par l'équipe de Bordeaux, qui, selon eux, il est efficace, il a prouvé son efficacité et il repose sur un traitement par voie orale par des UEC introduit à très faible dose. Puis, s'il n'est pas efficace, ajouter un inhibiteur calcique, puis un diurétique thiazidique, puis la spironolactone. Bien sûr, il ne faut pas oublier les mesures générales de réanimation et la lutte contre les axos, ainsi que le traitement spécifique de chaque complication. Par exemple, une thrombolyse en cas de syndrome coronarien aigu après contrôle strict de la pression artérielle, ou bien la chirurgie en cas de dissection aortique de type 1. Un mot sur le pronostic. La survie s'est considérablement améliorée ces dernières années, mais le pronostic à l'admission des patients il dépend de deux paramètres principaux, surtout le taux élevé de troponine et la fonction rénale. Alors que le niveau de pression artérielle et l'importance de la protéine au cours du suivi sont les principaux facteurs de risque pour la fonction rénale pendant le suivi au long cours. On termine avant la conclusion pour l'HTA sévère non contrôlée, qui est appelé toujours hypertensive urgency. On vous rappelle que ce terme a été introduit pour décrire l'HTA sévère non contrôlée chez les patients se présentant en urgence, chez lesquels il n'y a aucune preuve clinique et paraclinique d'atteinte aiguë des organes cibles. Les symptômes sont présents parfois chez ces patients, peuvent être à type de céphalée, de douleurs thoraciques atypiques, de dyspnée, de palpitations, des acouphènes, des épistaxis et parfois une anxiété sévère. Et beaucoup de ces patients ont arrêté ou ne respectent pas le traitement. Et ces patients ne doivent pas être considérés comme ayant une urgence hypertensive, ils sont plutôt traités par la réintroduction ou l'intensification d'un traitement médicamenteux et d'un traitement de l'anxiété, le cas échéant. Bien que ces patients aient besoin d'une réduction de la pression artérielle, ils ne nécessitent généralement pas l'admission à l'hôpital et la réduction de la pression artérielle est mieux obtenue avec des médicaments oraux conformément aux recommandations actuelles. Le traitement repose sur des médicaments à action prolongée avec un contrôle programmé dans les 7 jours suivant l'admission. En conclusion, les urgences hypertensives et l'association de pression artérielle élevée, généralement supérieure à 120, à 180, 120 mm de mercure, bien que soit ces seuils soient arbitraires, ils ne sont pas indispensables pour définir les urgences hypertensives, avec une atteinte aiguë des organes cibles. Il n'y a pas de seuil spécifique pour définir une urgence hypertensive, sauf pour l'HTA Maline, dont le seuil est le plus souvent supérieur à 200, 120 mm de mercure. Les organes cibles sont la rétine, le cerveau, le cœur, les grossesses, les grosses artères et les reins. Et bien sûr, il y a d'autres situations spécifiques comme au cours de la grossesse. Cette situation nécessite un bilan diagnostique rapide et une réduction de la pression artérielle pour éviter une défaillance organique progressive et aboutir parfois au décès du patient. Le type de lésion de l'organe cible est le principal déterminant du choix du traitement antihypertenseur, de la pression artérielle cible et du délai dans lequel la pression artérielle doit être abaissée. La thérapie intraveineuse est généralement nécessaire et j'insiste sur le point intraveineuse continue. Donc, on pousse seringue électrique dans un milieu spécialisé. L'abaissement rapide et incontrôlé de la pression n'est pas recommandé car celui-là peut entraîner des complications parfois très graves. Un diagnostic précoce, un triage approprié, une titration soigneuse du traitement peut fournir des résultats favorables dans ces conditions. Et je vous remercie de votre attention.